suis Naïma, je suis la maman de Mélissa qui est atteinte de l'arthrite juvénile. C'est des problèmes d'articulation. Vu que cette maladie l'a beaucoup affaiblie, elle a beaucoup perdu du poids et du coup l'entourage déjà me reproche de ne pas bien la nourrir, qu'elle ne mange pas assez, que j'ai reçu beaucoup de jugements familiales. J'étais inquiète, je savais pas ce que ma fille avait. Et voilà, grâce aux professionnels, grâce aux médecins, j'ai fait confiance. Aujourd'hui, je suis rassurée et j'ai reçu beaucoup de soutien, d'accompagnement par les médecins, les infirmières, les médecins, la psychologue de l'Institut Saint-Pierre. Je suis maman de 3 enfants, une fille de 11 ans, une deuxième de 9 ans et un petit garçon de 8 ans. Ma fille aînée a été diagnostiquée TDAH et multi-dys, la dyslexie en premier au CP, ensuite le TDAH en CE2 à 8 ans, et ensuite par conséquence tous les autres troubles 10, la dysphasie, la dyspraxie visuo-spatiale. On soupçonne une forte dyscalculie, le trouble anxieux généralisé et un trouble d'opposition avec provocation. Le trouble principal, c'est le TDAH et les autres, ce sont des comorbidités. Lorsque Naïma a été diagnostiquée dyslexique en CP, personne m'a expliqué qu'elle était dyslexique. Le diagnostic est là, mais après, voilà, j'ai dû me débrouiller par moi-même, mis à part la formation de type Barclay qu'on nous a proposée au CHU, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut aller sur Internet, il faut chercher, comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qui se passe dans son corps, pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle oublie, pourquoi elle a des réactions où elle se met en danger, elle est capable de suivre n'importe qui dans la rue, elle n'a pas du tout d'autonomie. C'est une enfant avec qui elle a 11 ans maintenant, mais on a l'impression qu'elle est toujours dans son comportement et dans ses actions restée à un âge où, à 6 ans, pas au niveau de son intelligence, mais au niveau de ses comportements. Et il y a une immaturité flagrante. Aujourd'hui, elle a déjà alors il y a une orthophoniste qui la suit pour sa dyslexie, sa dysorthographie et sa dysphasie. Raison de 2 séances par semaine. Elle a une orthoptiste qui la suit pour son trouble visuo-spatial une fois par semaine. Et voilà, ça s'arrête là. Alors qu'elle a besoin d'un suivi psychologique. Pour obtenir un premier rendez-vous, il faut déjà envoyer un dossier, être accepté. C'est toute une bataille administrative. La première ressource, honnêtement, c'est moi. C'est moi et les heures que je passe à chercher des renseignements, trouver des associations. Il est en CPU lisse, il a été diagnostiqué dyspraxique visuo-spatiale, il est hypersensible, il est TDAH, c'est-à-dire trouble de l'attention avec hyperactivité, il est hypersensible, anxieux, en suspicion de TSA, trouble du spectre autistique, et il est dysgraphique. Mon fils se fait beaucoup de crises, il crie beaucoup. Donc sa manière à lui de s'exprimer quand il y a quelque chose qui ne va pas, il jette tout ce qu'il a à portée de main, parce qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il a au niveau de ses émotions. Il ne connaît pas du tout ses émotions. Moi, quand on m'a dit le diagnostic de mon fils, on m'a dit qu'il est en suspicion de TSA, c'est le CNP qui me l'a dit. Il me l'a dit, et puis après, en gros, c'est débrouillez-vous. Donc j'ai tapé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait le CRA de Nîmes qui pouvait poser des diagnostics. Donc il est en attente pour voir si on peut on peut voir pour passer des tests. Mais sinon c'est très très compliqué pour réussir à trouver et à se faire aider. Parce que on est assez seul quand on ne connaît pas l'association ou quoi que ce soit.
Alors, j'ai réussi à ce qu'il soit reconnu par la MDPH entre 50 et 79%. J'ai réussi à avoir un complément de catégorie 1 parce que j'ai demandé une tierce personne. Ensuite, il a l'orthophoniste 2 fois par semaine pour sa dysphasie, où il a fait de très bons progrès. Il parle beaucoup mieux, malgré qu'il bute encore sur les mots, mais il parle beaucoup mieux. Et il a l'orthoptiste 1 fois par semaine. Normalement, il devrait avoir de l'ergo, il devrait avoir de la psychomote et de la zoothérapie. La zoothérapie, c'est la même chose que l'équitation, mais avec les chiens. On a une association qui s'appelle Le Petit Prince Asperger, donc qui les aide à monter des dossiers en DPH. Et il y a aussi la Maison des Possibles, qui m'aide, mais plus au niveau professionnel. Où là, ils m'aident beaucoup, des fois, à passer des diagnostics pour mon fils, pour pouvoir réussir à savoir justement s'il a des troubles autistiques ou pas, de la psychomotricité, des psychologues, des tas de choses comme ça. Mais sinon, à part les associations, si on trouve des bonnes associations, on n'est pas aidé du tout et on se sent, disons-nous, démunis. Sarah a bientôt 13 ans. Elle est en 4e dans un collège normal. Elle avait été diagnostiquée multidys, c'est-à-dire dyslexique, dysgraphique, dysorthographique et dyscalculique en CE1. Il y a eu l'AVS qui a été mise en place à partir du CM2. Et en termes de diagnostic, Juliette, elle a fait une phobie scolaire en 6e avec un problème de harcèlement. Et il y a un peu plus de 2 semaines, on a eu un diagnostic de TSA, c'est-à-dire trouble du spectre de l'autisme. Les freins, en fait, on a constaté il y a déjà un certain temps une certaine problématique sur certains comportements de Sarah vis-à-vis des personnes de son âge, c'est-à-dire problématique d'interaction avec les enfants de son âge. Ressources, on a eu la chance, nous, d'avoir une ergothérapeute qui était exceptionnelle. Ensuite, on s'appuyait sur certains professionnels, principalement l'association des possibles et Rachel, qui a donné un certain nombre de conseils et d'ateliers à faire. Et actuellement, même au niveau de l'école, on a la chance depuis cette année d'avoir une école très bienveillante. C'est quelque chose de nouveau pour nous, puisque les années d'avant, on avait quelques soucis avec les écoles. Là, tout se passe très bien, on a véritablement une équipe pédagogique exceptionnelle. Bonjour, je m'appelle Bérangère, je suis AES. Donc je suis en stage à la Maison des Possibles pour me permettre de découvrir le métier et d'accompagner des personnes en situation de handicap. Quels sont les freins aujourd'hui? Il y a beaucoup de places en attente dans les structures, des parents qui sont en attente d'un diagnostic, en attente de places en structure. Donc l'association est là pour leur permettre de continuer le suivi et l'éducation de l'enfant. Donc les solutions, c'est de pouvoir justement venir à l'association La Maison des Possibles pour justement continuer un parcours éducatif et social, pour pouvoir permettre aux enfants qui sont en attente de place en institut de pouvoir continuer leur suivi avec une équipe pluridisciplinaire. Merci beaucoup, je vous remercie de votre écoute, je remercie toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'était un petit peu pour vous apporter une petite introduction. Comme on peut le constater, certains enfants ont des problèmes spécifiques. Les parents derrière se démènent comme ils peuvent pour pouvoir aider leurs enfants. Voilà, on trouve des ressources, il y a énormément de freins, de difficultés.
Donc c'est pour ça maintenant ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se mette autour des tables qui sont sur scène et qu'on puisse un petit peu débattre en fonction de questionnements que j'ai pu établir avec une autre de mes collègues qui a exactement le même atelier que le mien. Donc la première question, la question centrale, c'était le positionnement des familles ayant un enfant à besoin spécifique. Quelle place doit avoir l'enfant au sein de la famille? Quel positionnement du parent vis-à-vis de l'enfant, notamment en cas de fratrie? Quelle réponse ou soutien apporté par un professionnel ou une structure? Quel enjeu, les difficultés, les désaccords dans la relation parent-professionnel? Donc ça va être le premier temps qu'on va avoir en groupe à débattre sur ce questionnement-là. Et ensuite, il y aura un deuxième temps où là, on est plus sur les ressources et solutions à développer. Donc, quelles ressources, dispositifs, institutions, services existants ou à mettre en place? Quel impact sur les familles dans l'organisation au quotidien? Quelle complémentarité dans la relation parent-professionnel dans le but de co-construire ensemble un projet autour de l'enfant? Donc voilà, ce que je vous propose, c'est de vous avancer, de monter sur scène avec moi, de vous installer autour des tables et de débattre de toutes ces questions-là avec nous.